Bonjour à tous, bienvenue Karine Bernard. Oui, Voilà, bienvenue. vous êtes naturopathe et vous avez écrit le livre Réinventons notre immunité. Voilà. Oui. Mhm. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les spectateurs? Oui, effectivement. Donc, je suis naturopathe et formatrice spécialisée en santé intégrative et plus particulièrement en immunité intégrative depuis une quinzaine d'années. Alors, pourquoi ce choix? En fait, je me suis intéressée à l'immunologie très tôt lors de mes études universitaires. J'ai donc choisi ce choix d'orientation pour mon doctorat. J'ai un doctorat en immunologie et après 4 années de recherche aux États-Unis, je suis rentrée en France avec l'envie d'une approche plus intégrative de la santé et de l'immunité. Et puis, donc, ce livre, finalement, est le résultat maintenant de plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. Et je voulais effectivement montrer que l'on pouvait regarder l'immunité de façon différente, pas seulement en s'intéressant au système immunitaire, mais en s'intéressant surtout au terrain immunitaire. Et le but de ce livre, justement, c'est de décrire tout ce qui interagit avec notre immunité et comment on peut effectivement moduler notre immunité en modulant souvent d'autres choses que l'immunité elle-même, hein. On le verra au moment de la présentation du livre, mais donc différents systèmes, notamment le système digestif qui est très important sur notre capacité immunitaire. D'accord, très bien, merci. Alors, si vous voulez bien, on va passer à quelques questions sur votre spécialité, sur le livre. Alors, la première, on observe dans les pays développés une augmentation des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, des allergies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour quelles raisons? Oui, effectivement, aujourd'hui, les maladies chroniques, les maladies auto-immunes et allergiques ont une composante immunitaire et inflammatoire forte et on observe dans toutes ces maladies un excès d'inflammation. Or, notre mode de vie occidental favorise l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est une réaction bénéfique du système immunitaire si elle est contrôlée, car elle est nécessaire pour l'élimination des micro-organismes pathogènes, des toxines. Elle est nécessaire aussi au nettoyage des plaies, à la cicatrisation. Elle permet de nettoyer aussi l'organisme de ses déchets. Mais si cette inflammation est incontrôlée ou si elle se prolonge trop longtemps, elle peut être néfaste pour l'organisme. Elle peut détruire les tissus sains de l'organisme, on l'a vu dans la pandémie de Covid-19. C'est cette inflammation excessive qui est responsable de la plupart des maladies traditionnellement associées à l'immunité, comme les allergies ou les maladies auto-immunes. Cette inflammation excessive est aussi associée aux maladies chroniques comme le surpoids, l'hypertension, le diabète, la dépression, l'anxiété, les maladies cardiovasculaires ou rénales. Ces maladies chroniques ne sont pas associées traditionnellement à l'immunité, pourtant la composante immunitaire inflammatoire dans ces maladies est très importante et elle est démontrée déjà depuis de nombreuses années par les scientifiques. Ok. Alors, dans le livre, vous parlez de déstabilisateurs du système immunitaire. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ces facteurs? Oui, alors les facteurs de déstabilisation du système immunitaire sont des facteurs qui peuvent perturber le bon fonctionnement de notre immunité. Il en existe de nombreux que j'ai rassemblés en 6 ensembles dans mon livre pour être un peu plus, on va dire, concise et précise. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive de facteurs de déstabilisation. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas identifiés encore. Mais en tout cas, déjà, il y en a un certain nombre que vous pourrez trouver dans ce livre. Donc, le premier ensemble de facteurs de déstabilisation du système immunitaire concerne l'écosystème intestinal, qui est lui-même composé de 4 acteurs de la muqueuse intestinale. Donc, le premier acteur, c'est la muqueuse intestinale. Le deuxième, c'est le microbiote intestinal. Le troisième, donc l'immunité intestinale. Et le quatrième, c'est la régulation nerveuse au niveau des intestins par le système nerveux entérique ou autonome. Donc, dans ce groupe, on va retrouver tous les facteurs qui peuvent entraver le bon fonctionnement de cet écosystème intestinal. Cela peut être par exemple des aliments ou des additifs alimentaires qui vont agir sur la porosité intestinale ou des facteurs qui vont favoriser la dysbiose. Ensuite, un deuxième ensemble de facteurs de déstabilisation du système immunitaire concerne la qualité de notre alimentation, de notre digestion. Notre alimentation moderne, ultra transformée, favorise l'inflammation, les allergies, les intolérances alimentaires et déstabilise notre immunité.
Et avec le stress ou en vieillissant, cela ne va pas s'arranger car notre digestion est de moins en moins efficace et cela va encore empirer la situation. Ensuite, il y a un troisième ensemble qui concerne les infections chroniques. En effet, nous avons tous en nous des virus et des parasites qui modulent notre immunité. C'est le cas de nombreux virus de la famille des herpesvirus, qui sont des virus à ADN et qui s'installent définitivement dans nos cellules et dont le seul but est de se reproduire, de se propager à d'autres personnes. Pour cela, ils vont évidemment modifier notre immunité pour ne pas être reconnus. Et donc, ils font partie des facteurs de déstabilisation de l'immunité. Donc, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pris en compte. Ensuite, vous avez un quatrième ensemble de facteurs de déstabilisation du système immunitaire qui concerne notre rapport à l'environnement. Nous baignons aujourd'hui dans de nombreux produits chimiques. Pour certains, nous n'avons pas le choix de les côtoyer, mais pour d'autres, nous avons le choix de ne pas les faire rentrer dans nos maisons, de ne pas les mettre sur notre peau. Et je voulais montrer que nombre de ces produits chimiques dont les perturbateurs endocriniens affectent aussi notre immunité. Le cinquième ensemble concerne le stress et le manque de sommeil. J'entends encore des fois certaines personnes influentes dire que le stress n'a rien à voir dans le déclenchement des maladies. Cela me met hors de moi. On sait depuis 1926 que le stress affecte l'immunité grâce aux travaux d'un chercheur canadien Ancellé qui a montré qu'un stress prolongé entraîne une diminution du thymus qui produit les lymphocytes T et une augmentation des surrénales qui produisent le cortisol. Depuis, on ne compte plus les études qui montrent l'effet du stress sur l'immunité et la santé. Et puis, un sixième ensemble de facteurs de déstabilisation de notre système immunitaire concerne notre capacité propre à gérer l'inflammation chronique et le stress oxydatif. Évidemment, cette capacité est dépendante de notre génétique, certes, mais elle est encore plus dépendante de notre alimentation, de notre mode de vie. Donc, il me semblait que c'était aussi important d'en parler dans ce livre. D'accord, merci. Merci Karine pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez dire aux spectateurs ce que vous proposez dans le livre, justement pour moduler l'immunité, plus précisément? Oui, alors j'ai effectivement présenté plusieurs solutions dans ce livre pour moduler l'immunité. Elles sont regroupées aussi en 6 parties que j'ai appelées des piliers de l'immunité, on va dire. Le premier pilier concerne toutes les solutions relatives à l'écosystème intestinal. Ce premier pilier présente par exemple les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques ou les antimicrobiens naturels parmi certaines solutions. Le deuxième pilier présente les solutions alimentaires et nutritionnelles et les compléments anti-inflammatoires notamment. Le troisième pilier lui propose des solutions pour préserver l'homéostasie de l'organisme, donc l'équilibre de l'organisme en agissant par exemple sur la détoxification par le foie des toxines et des toxiques ou en agissant sur nos mitochondries, j'en parlerai un peu plus tard. Le quatrième pilier concerne l'hygiène de vie et décrit les effets de l'activité physique et de la respiration et d'un bon sommeil sur la santé et l'immunité, parmi certaines solutions proposées, mais il y en a d'autres aussi. Le cinquième pilier montre l'effet du stress sur la réponse immunitaire et l'importance notamment du nerf vague dans le contrôle de l'inflammation. Différentes stratégies adaptogènes sont aussi présentées dans cette partie. Les stratégies adaptogènes permettent de renforcer l'organisme, lui permettent de s'adapter au stress afin de minimiser les désordres engendrés par celui-ci. Et puis enfin, le sixième pilier rassemble différents outils qui modulent le système immunitaire, comme la mycothérapie, la microimmunothérapie ou la phytothérapie, l'aromathérapie par exemple aussi, qui sont plus des solutions que l'on connaît globalement, qui ont une action sur l'immunité et que l'on connaît pour leur action sur l'immunité. Mais ça fait partie d'un seul pilier en fait. Quand on regarde l'immunité intégrative, le terrain immunitaire, ce que la plupart des gens en fait connaissent en approche naturelle sont rassemblés dans ce sixième pilier. Il faut savoir qu'il y a encore cinq autres piliers sur lesquels on peut travailler pour améliorer notre immunité. D'accord. Alors, les personnes qui visionnent cette vidéo doivent se dire ça fait énormément de choses. Et finalement, est-ce qu'il faut hiérarchiser par quoi commencer? Oui, alors, le plus important pour la plupart des gens est d'agir sur l'assiette et d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation peu transformée qui est pauvre en sucre, carbohydrates et mauvaises graisses et qui est riche en fruits et légumes et graisses de qualité au pouvoir anti-inflammatoire. On en reparlera tout à l'heure.
Le secret est aussi de peu manger, hein. La réduction calorique est un des facteurs les plus importants de longévité. Elle a été montrée dans de nombreuses études déjà depuis longtemps. Donc voilà, en général, c'est déjà quand on agit sur l'assiette, on va régler la plupart, on va dire, des problèmes de santé chronique. Après, dans certains cas, il faudrait peut-être aller un peu plus loin avec d'autres approches, mais c'est la première étape. Et si l'on regarde du côté des aliments, du côté délétère de l'alimentation, quels seraient les aliments les plus déstabilisateurs du système immunitaire? Alors, en premier, sans hésiter, pour moi, hein, c'est la qualité des graisses et en deuxième, le sucre. Il faut savoir que la plupart des graisses consommées sont de très mauvaise qualité. Elles sont souvent raffinées avec des processus lourds et toxiques pour l'organisme. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez que l'hexane, un dérivé du pétrole, est utilisé pour l'extraction des huiles à partir des graines et que la Commission européenne autorise jusqu'à 1 mg de résidu d'hexane par litre d'huile dans le produit final, celui qui est utilisé justement par le consommateur. Une huile raffinée est aussi acidifiée par de l'acide chlorhydrique, alcalinisée avec de la soude, désodorisée, chauffée à haute température. Autant vous dire qu'à la fin, il ne reste plus rien de bon dans ces huiles. Raison pour laquelle il faut opter pour des huiles de première pression à froid. Exactement. Donc, Sans solvant. ouais, tout à fait. Certaines de ces graisses sont essentielles, hein, c'est-à-dire que notre organisme ne veut pas les fabriquer, il doit les récupérer dans son alimentation. Et certaines de ces graisses sont essentielles aussi pour l'immunité et la réaction inflammatoire. Elles permettent d'avoir une inflammation moins violente et même d'arrêter la tempête inflammatoire pour la famille des oméga-3 notamment. Donc la seule garantie de consommer des graisses de bonne qualité aujourd'hui est de les acheter en agriculture biologique, ce qui nous garantit effectivement que les graisses sont généralement issues d'une extraction mécanique ou, si vous préférez, de première pression à froid, effectivement. Et puis si elles sont chauffées, en général, c'est à basse température. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'écosystème intestinal. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'écosystème intestinal et l'immunité? Oui, alors, il faut savoir que plus de 80% de nos cellules immunitaires sont situées au niveau de nos intestins. Pourquoi? Parce que l'intestin est constitué d'une muqueuse très fragile qui peut devenir perméable dans certaines conditions, ce qui peut engendrer des réactions immunitaires et de l'inflammation. C'est aussi un endroit qui peut devenir donc perméable, donc laisser rentrer éventuellement des pathogènes qui sont présents éventuellement dans la flore intestinale. Donc c'est pour ça que notre immunité est là, prête à combattre, on va dire. Elle permet aussi de surveiller l'organisme, l'intégrité de l'organisme. Donc, dans certaines conditions, il y a une inflammation qui est générée au niveau intestinal et cette inflammation peut devenir systémique au niveau de l'organisme et perturber le bon fonctionnement d'autres organes et notamment de notre cerveau. Et c'est pour cela que l'on parle souvent de l'axe intestin-cerveau. Donc, elle peut entraîner, cette inflammation peut entraîner de la fatigue, de la dépression et de l'anxiété. Elle peut aussi endommager nos vaisseaux, nos reins, nos organes. Donc, il est important, hein, dans le travail sur l'immunité intégrative de commencer toujours par l'écosystème intestinal. D'accord, très bien. Alors, bien évidemment, vous proposez une alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus aux téléspectateurs? Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, une alimentation anti-inflammatoire est une alimentation peu transformée, riche en fruits et légumes, pauvre en sucre et féculents et riche en graisses anti-inflammatoires de type oméga-3. Il faut aussi éliminer tous les additifs alimentaires qui peuvent perturber la muqueuse intestinale, rendre l'intestin poreux et générer de l'inflammation. Donc, de plus en plus d'études montrent que ce phénomène n'est pas seulement la vision farfelue de naturopathes, hein, mais qui existe bel et bien au niveau physiologique. Il suffit de lire les études qui ont été réalisées par l'équipe d'Alessio Fasano, un médecin-chercheur gastro-entérologue d'origine italienne, travaillant depuis de nombreuses années aux États-Unis. Il est lui-même spécialiste de la maladie cœliaque. Il a montré que de nombreuses maladies inflammatoires chroniques et maladies auto-immunes sont liées à une surproduction d'une protéine appelée la zonuline, qui entraîne une hyperperméabilité d'intestin grêle. On retrouve également une augmentation de zonuline dans l'autisme et les troubles du spectre de l'autisme. Or, la gliadine, un des composants du gluten, augmente la production de zonuline, ce qui augmente la perméabilité intestinale et peut conduire à une rupture de la tolérance immunitaire. Or, le gluten est présent dans de nombreux produits, naturellement dans les céréales comme le blé, le seigle, l'orge et l'avoine, mais il est aussi utilisé comme additif dans de nombreux produits transformés. Il faut savoir que la maladie cœliaque est une maladie qui concerne seulement 1% de la population, mais la sensibilité au gluten non cœliaque concernerait jusqu'à 20% de la population.
Et les études d'Alessio Fasano et de son équipe montrent que même les personnes en bonne santé, asymptomatiques, ont une augmentation de l'inflammation intestinale après la consommation de gluten. Donc le gluten est un des additifs qu'il faut évidemment éliminer. Après, il y en a de nombreux autres qui sont aussi décrits dans le livre. D'accord, donc là, le gluten, c'est un facteur d'hyperperméabilité intestinale, de porosité intestinale, d'où son action sur l'inflammation. Exactement, tout à fait. Ouais. Après, vous parliez aussi dans le livre des mitochondries, qu'on appelle populairement les centrales énergétiques des cellules. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux mitochondries et leur lien avec le système immunitaire? Oui, nos mitochondries sont nos centrales énergétiques. Ce sont elles qui fabriquent l'ATP, donc la molécule, l'énergie moléculaire, à partir des aliments que nous consommons. Elles sont nécessaires. Le système immunitaire a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, puisque ce sont des cellules en grand nombre qui vont se multiplier rapidement. Si nos mitochondries ne fonctionnent pas bien, elles fabriquent moins d'ATP, elles font la fermentation, un peu comme les bactéries ou les cellules cancéreuses. Et cette fermentation mitochondriale va acidifier notre organisme avec du lactate. Or, le lactate est un immunosuppresseur très fort, c'est-à-dire qu'il va empêcher le bon fonctionnement de notre système immunitaire, ce qui peut nous rendre plus vulnérables à certaines infections ou au cancer. Donc, on peut agir sur nos mitochondries avec l'alimentation. C'est assez facile, mais bon, il faut en prendre conscience et puis il faut être conscient effectivement qu'elles peuvent, dans certains cas, dysfonctionner. D'accord. Et le stress chronique, des études montrent que le stress chronique serait à l'origine de 75 à 90% des maladies chroniques. Comment le stress chronique peut déstabiliser le système immunitaire? Alors, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que lors d'un stress chronique, on fabrique une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone immunosuppressive, c'est-à-dire qu'elle va inhiber l'activité de notre système immunitaire, ce qui peut entraîner des réactivations virales, par exemple, ou la progression de cellules tumorales. Le stress est aussi à l'origine d'une augmentation de la perméabilité intestinale, ce qui pourrait expliquer en partie le fait qu'à l'origine de nombreuses maladies auto-immunes, on retrouve souvent un stress chronique associé qui précède d'1 an ou de 2 ans la maladie, ou des fois moins d'ailleurs. D'accord. Alors, dans le livre, vous parlez aussi à maintes reprises du nerf vague. Et vous dites qu'il faut stimuler notre nerf vague. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Oui, le nerf vague, c'est un nerf très long qui appartient au système nerveux autonome parasympathique. Ce système nerveux autonome parasympathique favorise le repos, la récupération et la digestion. Or, depuis le début des années 2000, nous savons, grâce aux travaux du professeur Kevin Tracey et de son équipe, que le nerf vague a aussi une action anti-inflammatoire. Donc, la stimulation du nerf vague a été utilisée avec succès dans certaines pathologies comme l'épilepsie, la dépression, les MICI, donc les maladies intestinales chroniques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et la polyarthrite rhumatoïde. Il a notamment une action sur l'inflammation digestive liée aux endotoxines comme le lipopolysaccharide. On sait aussi que l'inflammation digestive peut avoir des répercussions systémiques et notamment au niveau du cerveau, ce qui peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et d'autres maladies neurologiques. C'est pour cela que l'on parle de l'axe intestin-cerveau, justement. Et on peut stimuler notre nerf vague en stimulant, par exemple, grâce à un appareil spécial, la couche de l'oreille gauche, une partie de l'oreille dans laquelle on trouve la branche auriculaire du nerf vague. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la stimulation transauriculaire. Alors, il existe d'autres techniques pour stimuler le nerf vague qui sont aussi décrites dans le livre. Donc, voilà, il y a un certain nombre de techniques pour cela. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de choses, peut-être bien théoriques pour les spectateurs. Est-ce que vous pouvez dire comment hiérarchiser toutes ces choses, quels sont les objectifs et comment les mettre dans l'ordre finalement? Alors, quel que soit votre problème de santé, votre problème immunitaire, il y a de grandes chances qu'il démarre dans les intestins. La première action à entreprendre est donc de modifier votre assiette afin de diminuer la perméabilité intestinale, l'inflammation intestinale et de rééquilibrer votre microbiote. On agira aussi en modifiant l'assiette sur nos mitochondries. C'est la plupart du temps suffisant,
Mais dans certains cas, il faudra aller plus loin avec une modification en profondeur de l'hygiène de vie, plus d'activité physique, un sommeil plus réparateur, une élimination des toxiques environnementaux le plus possible. Il faudra aussi faire un travail sur le stress s'il est persistant et agir en profondeur sur le nerf vague avec différentes méthodes. Dans les cas extrêmes où le nerf vague ne fonctionne plus suffisamment et donc ne joue plus son rôle anti-inflammatoire. D'accord. Alors, les gens vont peut-être se demander ces actions, s'ils les ont mis en place, en commençant notamment par l'intestin, comment évaluer l'impact qu'ont toutes ces actions, comment voir, vérifier si ça a pu agir pour la suite. Oui, alors la meilleure preuve déjà qu'une technique fonctionne, c'est la disparition des symptômes. Donc ça, c'est le plus facile à mettre en place. Après, il existe aussi d'autres façons d'évaluer ces actions, effectivement. Hein. Par exemple, au niveau nutritionnel, on peut toujours faire ce qu'on appelle un profil d'acide gras érythrocytaire qui nous permettra de connaître nos carences en acides gras essentiels de type oméga 3, par exemple, et qui nous permettra aussi de savoir si ces acides gras sont bien absorbés par l'organisme. Au niveau immunitaire, on peut proposer un typage lymphocytaire qui peut à la fois aider à la prise en charge et au suivi des actions mises en place aussi. C'est une analyse qui mesure différentes populations immunitaires comme les lymphocytes T4, les T8, les natural killers par exemple. Et au niveau du nerf vague, on a les techniques de biofeedback qui peuvent être aussi intéressantes pour voir si notre nerf vague fonctionne correctement et si on arrive à le faire fonctionner un peu mieux avec le temps et avec les différents exercices proposés. D'accord. Dans le livre, vous parlez d'une méthode que vous avez nommée la méthode ISIS, qui propose des solutions d'immunomodulation intégrative et systémique. Est-ce que vous pouvez, pour les spectateurs, définir tous ces termes? Oui. Alors, il est bien important de distinguer déjà le terrain immunitaire de l'immunité. Et c'est justement le but de ce livre, de décrire tous les paramètres qui agissent sur le terrain immunitaire. Donc, le premier terme, immunomodulation, consiste à modifier certains paramètres au niveau du terrain immunitaire afin de moduler, donc de modifier votre immunité et de retrouver un certain équilibre. On parle alors d'homéostasie. Pour donner un exemple concret, si vous avez un jardin, vous savez à quel point la qualité du terrain va être importante pour la croissance de vos plantes ou de vos légumes. C'est la même chose avec l'immunité. Votre terrain immunitaire est primordial pour le bon fonctionnement de votre immunité. Et cela, on a trop tendance à l'oublier, on n'en parle même jamais. Après, le mot systémique fait référence à deux notions. Au système de l'organisme ainsi qu'à l'approche systémique. Donc la première notion est très simple, notre immunité dépend de plusieurs systèmes, de notre système immunitaire qui est lui-même déjà un système, comme son nom l'indique, et qui est lui-même en relation avec de nombreux autres systèmes dans l'organisme, donc le système digestif, le système nerveux central et autonome, le système endocrinien, le microbiote, etc. Donc quand on agit sur l'immunité, on doit agir sur tous ces systèmes. Ensuite, la deuxième notion, donc l'approche systémique est une notion plus complexe à appréhender et là j'ai besoin de toute votre attention. L'approche systémique s'oppose à l'approche analytique et cartésienne dominante aujourd'hui parmi les scientifiques. L'approche analytique est parcellisante, c'est-à-dire que l'on découpe l'organisme en morceaux, que l'on étudie de façon très détaillée. C'est pour ça qu'après on a différentes spécialités, la gynécologie, la cancérologie, etc. Cette approche analytique, elle est aussi moléculaire, elle est basée essentiellement sur des cibles spécifiques qui sont des molécules et sur des solutions thérapeutiques qui sont souvent aussi d'autres molécules qui vont bloquer ces cibles. Ces molécules doivent être de préférence brevetables pour plus de rentabilité financière. Et donc l'approche analytique ramène un système à ses éléments les plus simples, les étudie en détail et décrit les types d'interactions qui existent entre eux. Cette méthode dérivée de la pensée cartésienne de réduction de la complexité à des composants alimentaires n'est plus suffisante aujourd'hui pour la compréhension de l'être humain, qui est un système complexe composé d'une multitude d'acteurs et de paramètres en constante interaction. Donc l'approche analytique est pour beaucoup de thérapeutes, médecins et scientifiques aujourd'hui une approche biomédicale de la gestion des maladies limitée dans la prise en charge des problèmes de santé chroniques et dans la prise en charge même des maladies émergentes. Dans la crise sanitaire de la Covid-19, les 6 premiers mois, on a perdu beaucoup de temps à tester des molécules, essentiellement des antiviraux dans les études cliniques, qui n'ont finalement pas donné de résultats intéressants, alors qu'on aurait pu aussi tester des solutions
issus d'une approche plus globale et plus systémique de l'immunité, ce qui n'a pas été fait malheureusement. L'approche systémique, elle, à la différence de l'approche analytique, étudie les systèmes complexes dans leur globalité, leur complexité organisée, leur dynamique propre. Elle est plus adaptée à l'étude des systèmes en biologie, où il existe un certain niveau de fluctuation, d'incertitude, de paradoxes et de possibles logiques émergentes. Une caractéristique importante de l'approche systémique est l'accent mis sur les relations plutôt que sur les variables individuelles, les relations entre les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux, et les changements dans ces relations aussi au fil du temps sont les caractéristiques centrales. Et donc, enfin, dans la méthode ISIS, il y a donc, dans solution en immunomodulation intégrative et systémique, il y a le mot intégrative qui rappelle que les solutions ne viennent pas que d'une approche moléculaire réductionniste. Certaines solutions peuvent venir de notre assiette, du monde végétal, d'un changement d'hygiène de vie, de la stimulation du nerf vague, de la gestion du stress, avec un grand S, car le stress n'est pas que psychologique, il est bien souvent physique. On va donc associer différentes approches pour arriver à nos fins, et ces solutions vont travailler essentiellement sur le terrain immunitaire et pas que sur l'immunité elle-même. D'accord, donc en fait c'est une approche holistique, on pourrait dire. Tout à fait, exactement. Ouais. D'accord. Et dans le livre, vous parlez de salutogenèse. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept? Oui, alors la salutogenèse est un concept développé par le sociologue médical Aaron Antonovsky en opposition à cette orientation pathogène qui imprègne toute la pensée médicale occidentale. La salutogenèse désigne une approche se concentrant sur les facteurs favorisant la santé et le bien-être, qu'ils soient physiques, mentaux, sociaux et spirituels. Le concept de salutogenèse a été utilisé dans de nombreuses pratiques de santé ancestrale, dont la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Et donc, le concept peut être considéré comme complémentaire au modèle biomédical actuel. Dans la salutogénèse, le thérapeute se concentre sur les processus complexes d'auto-guérison plutôt que de se concentrer sur un facteur pathogène singulier. Donc, on va voir, c'est encore dans le concept d'une action plus holistique. Le but, c'est de rééquilibrer l'organisme, le terrain immunitaire, justement, pour que celui-ci fonctionne ensuite correctement. D'accord, très bien. Et dans le livre, vous parlez aussi de Covid-19, de vos solutions. Qu'est-ce que vous préconisez justement contre la pandémie de Covid-19? Oui, alors nous avons vu dans cette pandémie de Covid-19 que les personnes qui avaient besoin de soins en réanimation étaient des personnes âgées ou des personnes plus jeunes, mais qui souffraient de surpoids ou qui avaient des comorbidités, beaucoup associées d'ailleurs au syndrome métabolique comme de l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Alors nous savons déjà depuis longtemps que chez certaines personnes âgées, l'immunité fonctionne moins bien car le système immunitaire vieillit, c'est un phénomène que l'on appelle immunosénescence. Et chez les personnes plus jeunes, l'obésité ou le syndrome métabolique est aussi un facteur de risque de faire une réaction immunitaire à la fois moins efficace et plus inflammatoire. Et cela aussi, on le sait depuis un certain temps, les études existent, qui le montrent existent en grand nombre aujourd'hui. Et donc, c'était aussi le but de ce chapitre sur le Covid-19, de décrire un peu ce phénomène-là. Et donc, malgré ça, est-ce que vous en avez entendu parler pendant cette crise? Non, la seule chose dont on vous a parlé, ce sont des antiviraux et des vaccins. Est-ce qu'on vous a parlé de la qualité des graisses consommées dans la réaction inflammatoire? Est-ce qu'on vous a conseillé d'arrêter de manger ultra transformé fast-food? Non. Moi, j'étais surprise de voir des queues en voiture dans les chaînes de fast-food qui n'ont jamais été aussi longues que pendant nos périodes de confinement. Donc, il y avait déjà là deux aberrations en une pour le système immunitaire. C'est un peu ce qu'on appelle le double effet qui se coule, en quelque sorte. Il y avait déjà un manque d'exercice physique, puisqu'on restait dans sa voiture, et de la malbouffe, puisqu'on faisait de la queue devant des chaînes de fast-food. Sans compter le fait d'être enfermé, de ne pas s'exposer au soleil, d'avoir une vitamine D plus basse. Exactement, tout à fait. Des tas de choses. Et justement, vous avez en quelque sorte, j'ai envie de dire, osé parler de Covid-19 dans le livre, ce qui vous a valu quelques problèmes, avec notamment des censures dans des librairies en ligne. Quelle était votre réaction suite à cette censure du livre? Oui, en plus, c'est arrivé début novembre 2020, juste après l'affaire Samuel Paty, pendant laquelle on n'a pas arrêté de parler de liberté d'expression.
Malheureusement, avec la crise sanitaire, on s'est aperçu qu'il y avait deux poids, deux mesures concernant la liberté d'expression et je ne suis pas la seule d'ailleurs à en avoir fait les frais. De nombreuses vidéos, de nombreux écrits ont été censurés pendant cette crise sanitaire. Dans mon cas, je ne comprends pas cette censure car tout ce que j'ai dit est sourcé, c'est-à-dire qu'il existe des publications scientifiques de rang A la plupart du temps pour illustrer mon propos sur la prise en charge du terrain immunitaire dans les infections virales. J'en profite pour préciser d'ailleurs que mon ouvrage est illustré par plus de 1300 références scientifiques. Je rappelle qu'une production scientifique de rang A est une publication dans une revue internationale avec comité de lecture. Quand j'entends, moi, pendant la crise, j'ai entendu de grands professeurs de virologie ou d'infectiologie qui nous disaient que l'on ne pouvait rien faire pour notre système immunitaire, qu'il fonctionnait très bien quoi que l'on fasse, alors qu'il y a des dizaines de milliers d'études justement qui prouvent le contraire. Et ces mêmes personnes, en plus, elles n'étaient pas censurées. Donc c'est cela, je crois, qui me met le plus en colère finalement. C'est une censure qui non réfléchie, sûrement faite par des robots la plupart du temps. Donc tout le but de mon livre justement est de montrer qu'il ne faut plus parler d'immunité, mais de terrain immunitaire ou d'immunité avec un grand I si vous préférez. Il faut aussi arrêter d'avoir une vision réductionniste de la maladie, basée seulement sur une approche analytique et moléculaire. Il faut aller vers une approche plus systémique et plus écologique aussi de la santé et une approche basée sur la salutogénèse, c'est-à-dire qu'il faut agir avant d'être malade, car la maladie, c'est déjà le reflet d'un déséquilibre profond de l'organisme. Il faut agir avant ou dès les premiers symptômes de fatigue, de douleur, de stress, de problèmes digestifs. Ce sont souvent des signes précurseurs de déséquilibre plus profond qu'il ne faut pas ignorer ou juste masquer par des antidouleurs ou des somnifères, par exemple. Un travail en profondeur sur votre terrain immunitaire est alors nécessaire. Il n'est souvent pas très compliqué quand on s'y prend à temps. Il peut devenir par contre beaucoup plus complexe et plus aléatoire quand on attend trop longtemps et que la maladie s'est déjà installée depuis de nombreuses années. Donc, mon message, c'est agissez avant d'être malade. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont recours à la nutrition en dernier recours. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord être pris dans le parcours médical classique, ils vont être un peu passifs, j'ai envie de dire, et malheureusement, ils vont faire le tour du système de santé et c'est en dernier recours qu'ils vont s'intéresser à la nutrition. Or, la nutrition, c'est la base, c'est le point de départ. Et en effet, pour n'importe quelle maladie, n'importe quel problème de santé, ça devrait être utilisé en premier recours, bien évidemment. Voilà. Donc, on va le remontrer pour les téléspectateurs. Votre livre, Réinventons notre immunité, aux éditions Résurgence, chez Marco Pieter. Voilà. Livre avec énormément de références. Voilà. Très bien développé, un livre scientifique qui décrit toute votre méthode, avec tous ses piliers, tous ses fondements. Voilà, un mot à rajouter pour la fin? Écoutez, comme je disais, ce qu'il faut faire, c'est effectivement prendre soin de son terrain immunitaire et non de son immunité. Ce n'est pas suffisant. Et malheureusement, dans la plupart du temps, on va vous demander, si vous avez une pathologie immunitaire, de travailler sur votre immunité, mais ce n'est pas suffisant, comme j'essaye de l'expliquer dans le livre. Donc, il ne faut pas se contenter de prendre, par exemple, des immunosuppresseurs, de la cortisone ou des antihistaminiques, si vous avez des réactions allergiques. Il faut aller beaucoup plus loin dans votre approche thérapeutique. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour montrer, et je ne suis pas la seule d'ailleurs à le penser, il y a de plus en plus maintenant de thérapeutes et de médecins qui pensent de façon aussi globale quand ils parlent de l'immunité. Moi, j'ai juste fait que rassembler déjà des écrits qui sont présents en plus sur PubMed, enfin sur les grandes bibliothèques de médecine. J'ai rien inventé, j'ai juste rassemblé des choses qui existent, qui sont présentes, mais dont on n'entend jamais parler. D'accord, très bien. Merci Karine pour cette intervention et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est bon. Ok, super. Je vais peut-être pas faire de bêtises. Voilà. Je vais demander à ma collègue pour vraiment être sûr que ça a bien enregistré. Je ne vais pas faire de bêtises. Donc, c'est parfait. Voilà. On a oublié 2-3 trucs, mais c'est pas grave. Ouais. Parce que j'ai oublié de poser une question ou j'ai...
Non, parce que vous avez enchaîné un peu trop vite, je n'avais pas fini, mais c'est pas grave. Je Ah, pense que pardon. vous regarderez, mais c'est pas très important. Ouais, parce On que s'en passera. quand vous faisiez une pause, je me disais que Ouais, ça devait être la fin. Ok, super. Je vais pas faire de bêtises. Enregistrement, arrêter l'enregistrement. Ouais, j'ai peur de faire une bêtise. Donc, bah c'est bon, je vais appeler ma collègue pour être sûr d'appuyer sur le bon bouton. Ensuite, la vidéo, là vous m'entendez toujours? oui, C'est oui. tout bon. On va envoyer ça à un collègue qui va faire un petit montage, il va couper, je pense, le début et la fin, mettre un petit générique. Ça sera prêt dans quelques jours. Ok, bah parfait. Vous l'enverrez quand ça sera prêt ou vous Oui, allez bah la après je pense poster sur... oui, oui, ça sera sur le site Medicatrix. Oui, La vidéo, elle est sur YouTube. oui, Puis après, vous pouvez utiliser le lien pour la mettre où vous voulez. ouais. Moi, je la Voilà, mettrai sur mon site internet aussi, comme voilà, ça. pas de Mhm. problème. Euh, je vais appeler tout de suite. Je pense que si vous voulez couper vous de votre côté, c'est bon, je pense. Je Oui. pense, je vais remarquer si vous avez 2 secondes, je vais quand même appeler ma collègue. On rebranche le téléphone. Là, si je fais une boulette, vous allez m'en vouloir. Ah ouais, j'ai pas envie de recommencer. Ah, Ouais, ça serait dommage. je sais pas combien de temps ça a duré, mais bon, Ouais, il y a trois quarts d'heure quand même. ouais, je pense, ouais. Je pense que ça vient durer ça. Alors, je pense que si vous coupez, ça fait rien, mais je vais quand même. Après, je crois qu'il faut juste penser à l'enregistrer en fait. Oui, Une c'est fois ça. couper la vidéo, il faut l'enregistrer. Il vous le Ouais, demande où vous voulez l'enregistrer. ouais. Je sais que là, si je fais suspendre enregistrement, mais j'ai un petit peur. Réseau indisponible. Pourquoi ça me fait ça? Ah, c'est pas vrai. Alors, ça va. 11.02. C'est la première vidéo que j'enregistre, hein. Je ne vais pas faire de boulettes. Je vais répondre. Et vous êtes basé en Belgique, vous? Ouais. Non, non, moi je suis en France, là, je suis à Chambéry. Ah, à Chambéry, mais on est à Là, je suis côté, on chez est moi à voisins Chambéry. presque. Ah, Vous êtes où, vous? moi, je suis à Annecy. Ah, oui, d'accord. Ouais. D'accord. Oui, alors je travaille au terme à Challes-les-Eaux, Ouais. à côté de Chambéry, dans le centre thermal en gynécologie. Mhm. Ouais, mais je réponds pas. C'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin qui est une référence sur Ah l'endométriose. oui, d'accord, ouais, Voilà, ouais, bah, je 300 connais. références scientifiques. C'est le plus gros bouquin sur la nutrition de l'endométriose. Après, j'ai écrit, ça c'est un petit bouquin que j'avais écrit, c'est une compilation de mes articles que j'avais écrits il y a 5 ans. Oui, Chez Medicatrix, j'ai écrit le livre sur l'huile de cannabis. ok, Euh, Celui-ci sur les solutions naturelles pour l'endométriose, c'est-à-dire les compléments alimentaires. ouais, Euh, J'avais coécrit celui-ci, les fiches pratiques justement dans lesquelles je parle justement des acides gras érythrocytaires, le dosage du zinc, du magnésium, du fer, tout ça pour le TDAH. ouais. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Et si j'avais commencé par des livres dans le domaine des pathologies féminines, c'est justement parce que je travaillais en nutrition, en gynécologie, on va dire. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça. Et vous faites pas Euh, de formation, vous, alors, non? Dans les Pardon? écoles, vous faites pas de formation, non? Si je suis des formations, parce que je donne Non, des est-ce que formations. vous en donnez des formations en Alors, nutrition ou non? pas pour l'instant. Mhm. Pas pour l'instant. Parce qu'en fait, j'ai fait 36 trucs en même temps ces dernières années. Donc Oui, là, j'arrivais à travailler des fois plus de 70 heures par semaine, comme je oui. cumulais plein d'activités. Donc si j'en rajoutais encore plus, ça n'a pas été possible.